Dans l'épisode précédent de Cinémascope... Okay, take him out of here, quick. Chichi, get the Yale. Dans cet épisode-ci de Oh là, le focus n'a pas facile dans cette incroyable introduction, on va parler quelques instants d'un film très particulier, car comme vous le savez, quand il n'y a plus de place en enfer, l'on parle de George Romero, c'est une évidence. Dans cet épisode-ci, il sera donc question de zombies, ou plus logiquement de Dawn of the Dead, un film qui a la particularité, c'est certain, d'être probablement l'un des meilleurs films de son style, un film qui a beaucoup défini ce style si particulier qui est celui du film de zombies, en plus probablement l'un de ceux qui sont les plus importants dans ce domaine très particulier, dans cette discipline très spéciale, car il a eu un énorme impact culturel sur la manière dont les gens ont ne serait-ce qu'envisagé la possibilité du cinéma. Après tout ceci, il sera donc question de George Romero, de Dawn of the Dead, et bien entendu, il sera question de tout ceci dans un épisode très spécial et peut-être même posthume de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en Cinémascope. Vous aurez très certainement remarqué qu'il n'est plus réellement possible de faire ce magnifique zoom. On zoome sur précisément ceci afin d'avoir la possibilité, c'est certain, d'avoir un gigantesque dézoom qui vous donne de la place et de l'espace dans cet incroyable cadre qui est très bien cadré, je tiens à le faire remarquer. Mais il faut bien dire ceci, c'est que nous avons maintenant une nouvelle caméra, une caméra qui est 4K, c'est une bonne chose, mais qui malheureusement n'a qu'un zoom, je vais vérifier, optique x10 et non pas optique 2000, mais il faut dire ceci, c'est que l'on préférait avoir un zoom x55 et que malheureusement Sony ne produit pas de caméscope 4K capable d'arriver au même niveau de compétence optique que les précédents modèles que nous utilisions et qui, c'est certain, ont dû être remplacés parce que vous savez, l'usure, l'incapacité de pouvoir utiliser ce terrible artifice qui est celui d'avoir du son propre dans une vidéo, c'est assez utile. Donc, nous ne sommes pas ici pour parler de qualité optique de ce caméscope que nous utilisons pour faire tout ceci, nous sommes ici pour parler de Zombie, un film de George Andrew Romero qui a la particularité, c'est certain, de vous présenter l'un des grands succès du film de genre dans le domaine de l'influence de la culture populaire. Car il faut se dire ceci, c'est assez simple, c'est que avant, un film comme celui-ci n'était pas valide d'un point de vue capitaliste, c'est le mouvement capitaliste de ma main, de faire un film comme ceci et d'arriver à penser qu'il serait judicieux qu'il fasse de l'argent, qu'il ait un succès. Car il faut se dire que pour un film qui est fait par des hippies totaux, ce film a rapporté beaucoup d'argento, c'est-à-dire, évidemment, cette incroyable devise que l'on utilisait à l'époque avant l'euro, qui s'appelait l'argento, et qu'évidemment, c'est ainsi que Dario a récupéré son nom de famille, c'est une évidence, et ce n'est pas du tout une blague facile que j'ai faite parce que je n'ai pas trouvé de mots qui, des dinero, j'aurais dû dire, ça aurait été efficace, mais maintenant il est trop tard, voyez-vous. Donc, je vais vous parler de Dawn of the Dead, et ensuite je vais vous parler, mais pas cette fois-ci, mais à une date ultérieure, de Dawn of the Dead, la version de Zack Snyder, que décidément, c'est un film avec un meilleur sens de ce que c'est un film d'horreur, mais qui oublie d'avoir ce côté d'humour qui n'a rien à voir avec rien, qui est totalement inutile et que ça fout un peu le film en l'air, mais que toujours est-il que voilà, cela fait partie du charme d'un film comme celui-ci. Alors, il va falloir vous parler quelques instants de l'homme derrière le film. George Andrew Romero, c'est un homme qui est né le 4 février, je vérifie du coin d'œil que je ne suis pas en train de dire, le 4 février 1940, il est né dans le Bronx, à New York, et que la particularité de la chose, c'est qu'il est né d'un père cubain, il est non pas P d'un air cubain, qui était la phrase que j'étais en train de dire, mais je me suis récupéré à la dernière seconde, et qu'il est donc né d'un père cubain et d'une mère lituano-américaine. Vous comprenez que j'ai eu du mal à prononcer ce terme la dernière fois que j'ai essayé, c'est pour ça que nous avons réussi à faire dire lituano-américaine, ce qui est un effort particulier, c'est certain. Donc, il est arrivé à être formé à la Carnegie Mellon University de
Pittsburgh, c'est comme ça que ça se prononce, et que l'idée est très simple, c'est qu'ensuite il a commencé à non pas simplement manipuler ses pellicules, car je vous le rappelle c'était un hippie, mais bel et bien à manipuler de la pellicule en réalisant les newsreels qui étaient utilisés à la télévision pour vous donner une vague idée de ce qui se passait. C'était évidemment avant les bandes magnétiques, ce n'est pas sale. Et les bandes magnétiques, cela vient plus tard, mais qu'il a donc appris à monter des films, et ce que l'on peut dire sur Romero en tant que réalisateur, c'est que c'est un réalisateur techniquement compétent, il a un bon sens, on va choper des directeurs de la cinématographie qui sont capables, des directeurs de la photographie plutôt, qui sont capables de faire le travail qu'il est plus ou moins capable de décrire, mais que c'est un homme qui est surtout capable de faire son film au montage. C'est le mouvement faire son film au montage de la vidéo. Alors l'idée est très simple pour diverses raisons, c'est que ils vont tourner pendant 4 mois un film quelque part, si j'ai bon souvenir, dans la Pennsylvanie, à Pittsburgh et Monroeville, où ils seront donc dans un gigantesque supermarché, un mall américain, vous savez, Darth Maul, c'est de là dont il tient son nom, et que l'on peut considérer ceci, c'est que c'est un film qu'ils ont vécu pendant 4 mois dans le froid et qu'ils l'ont fait dans la bonne humeur. Cela se sent beaucoup dans le film. Ce sont des gens qui peuvent en fait se piffer, qui ont fait ce film. Ils arrivent à vivre ensemble, que c'était pas un problème, qu'ils ont réussi à réaliser quelque chose de particulier, quelque chose de très particulier d'ailleurs, parce que quand on y réfléchit posément de nos jours, vous savez, il y a tous ces produits qui sont quelque chose à voir avec les zombies. Vous avez évidemment Walking of the Dead, que décidément, c'est Dawn of the Dead, mais à la télévision, c'était adapté d'un comic qui s'appelait Walking of the Dead aussi, que vous avez aussi leur reboot de les incroyables bijections de la chose, qu'on appelle ça un spin-off. Vous avez Fears, Walking of the Dead, et que vous avez évidemment Left 4 the Dead, que c'est le jeu vidéo de Turtle Rock Studios, qui est disponible sur Stum, ou sa suite, mais que décidément vous avez aussi Shaun of the Dead, et que vous avez des autres idées, comme je ne sais pas, moi, l'intégralité de ces incroyables productions à 12 balles que l'on voit actuellement sur Internet, les zombies running, machin, brol, où des couillons de marathoniens se font courser par des connards qui ont été mal maquillés pour avoir la possibilité d'avoir survécu à l'apocalypse zombie. Cela sort intégralement de ceci. C'est-à-dire Zombie. Alors, je vais vous dire que j'ai vu 2 versions de ce film. J'ai à l'époque vu celle-ci, qui, je vous rappelle, est une version pas vraiment collector, mais c'est celle proposée par Mad Movies, vous savez, où il y a décidément un spoiler sur la boîte, parce que c'est un peu comme ça qu'il fonctionne, et que il y a aussi un mini-livre de Jean-Pierre Puters, que j'avais lu à l'époque, et que c'est assez intéressant de voir c'est l'histoire du zombie, parce que c'est comme ça que j'imagine qu'il parle, Jean-Pierre Puters. Toujours est-il que voilà. Alors, j'ai aussi vu, pour la nécessité de cet incroyable cinémascope, de me dire qu'il était judicieux, c'était pas une phrase qui fonctionne, mais ça n'est pas grave, on va faire semblant. J'ai essayé de voir la version internationale, mais je suis tombé sur la version que, décidément, c'était celle que Romero avait produite afin de pouvoir le montrer à Cannes, et que elle fait quelque chose comme 2h19, et qu'il faut se dire que le premier cut faisait 2h45, donc ça, ce 2h19, ce serait sans doute le director's cut, le extended cut, en quelque sorte, et qu'il y a moitié la musique de merde, que décidément c'est de la musique qui, je vous le rappelle, vu que c'était un film qui a été réalisé à bas budget, avait été récupéré dans des librairies audio, et qu'ils avaient dit on va prendre ceci, on va prendre cela, ce qui fait que, étrangement, il y a de la musique qui est et dans Monty Python's Flying Circus, qui se retrouve pour la même raison dans cet incroyable film qui s'appelle, je vous le rappelle, tiens, voilà 50 cents, c'est un euro-allemand, je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça dans ma poche, mais toujours qui s'appelle, je vous le rappelle, Dawn of the Dead, en quelque sorte, à ne pas confondre avec Evil Dead 2, Dead by Dawn, qui est un bien meilleur film, ou peut-être, je ne sais pas, moi, From Dusk Till Dawn, qui contient aussi le mot down dedans, et Tom Savini dans le rôle de Sex Machine, encore et toujours, donc voilà la question se pose. Alors, c'est l'histoire des gens, hein, et à l'apocalypse zombie, ça ressemble à ça. Ils sont calés dans ce qu'on pourrait appeler une station, non pas de métro, mais une station télévisuelle, et que les gens vont se dire je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des morts qui sont en train de revenir à la vie, tu vois, ils sont en train de revenir à la vie. Comment est-ce qu'on les tue? On n'en sait rien, mais peut-être que si on les décapitait, des choses comme ça. Ils vont très vite découvrir que c'est effectivement en les décapitant qu'on arrive à survivre à ces gens qui sont très méchants, et qu'ensuite, il y a une dame qui est jouée par Guylaine Ross dans le rôle de Francine, la femme qui ne sait pas jouer, et qu'on se retrouve dans une situation où petit à petit elle s'enfuit avec son petit ami qui est joué par David McGee dans le rôle de Flyboy ou Steven, et que Steven, c'est certain, il a la particularité de savoir
piloter un hélicoptère, et que c'est ça finalement qu'ils vont faire, que petit à petit ils arriveront à survivre ailleurs dans la ville, quelque part dans les endroits malfamés où les gens qui sont pauvres et basanés vivent. Cependant, il y a des gens portoricains qui se sont murés dans leur HLM et ils décident donc de défendre leur HLM de l'action de ces méchants gens du SWAT qui viennent chez eux récupérer les cadavres de leurs proches disparus, leurs bien-aimés, leurs femmes, leurs enfants et les nanani et les nanana, et que voilà, et on se rend compte que décidément le SWAT est très raciste et envieux des accommodations que ces portoricains ont. Séquence. Little Puerto Rican and asses right off. You're Rod, right? Rod Tucker. How the hell come we stick these low-life bastards in these big-ass fancy hotels anyway? Shit, man, this is better than I got. Et que voilà, et que cela donne effectivement un petit côté la guerre des classes à toute cette plaisanterie qui n'est pas sans manquer d'un certain charme naïf propre au film de l'époque. Donc ici on se retrouve dans une situation où Ken Foree dans le rôle de ce certain Peter, et je suis en train de lire mes notes de loin avec l'incroyable capacité d'être Scotch H. Reiniger qui joue Roger, se disent que I could run. I could run right tonight. je pourrais peut-être m'enfuir de ce bordel, j'ai pas envie d'être membre des SWAT si tous les SWAT sont super racistes et qu'en plus, ainsi soit-il, il sera question, c'est certain, de s'enfuir. Par chance, ils arrivent à découvrir de manière artificielle et improbable dans le script, par un pur hasard de la situation dans laquelle on se trouve, l'hélicoptère, que c'est l'hélicoptère que décidément les gens qui se trouvent être un couple, vous savez, Steven et la femme qui ne sait pas jouer, ils vont se retrouver dans une situation très particulière où ils vont s'enfuir, ils pensent aller jusqu'au Canada. Mais en voyant les difficultés qu'ils ont à se ravitailler, ils vont décider de se cacher dans un supermarché qui est littéralement Guess the power's not off in this area. Could be nuclear. What are they doing? Why did they come here? Some kind of instinct, memory. atomique. C'est un supermarché atomique des années 70. Pourquoi pas? Donc, quand on regarde la cinématographie, la filmographie plutôt, je me fais toujours la faute, de George Romero, on se remarque dès le début que certes c'était un homme qui produisait des publicités pour la télévision, hein, pas de la même manière que Ridley Scott produisait des publicités pour la télévision, parce qu'il faut pas oublier que c'était un travail professionnel, vous avez besoin de les meilleurs cadreurs du métier, des gens avec des idées, des gens qui savaient faire des choses visuelles. Regardez quelques-unes des publicités de Ridley Scott, tiens, ça vous intéressera. Et il faut se dire que quand il a commencé, c'était dans les années 60, et qu'ensuite il a mis de l'argent de côté, et qu'il s'est payé le petit luxe de faire Night of the Living Dead en 1968. Alors là, on est une décennie plus tard, et Dario Argento lui a téléphoné, et lui a dit, mais si tu venais en italiano, on pourrait faire peut-être un petit scénario, et qu'il pourrait manger des bons biscottos, et que la question s'est posée, il s'est dit, oui, j'ai envie de manger des biscottis. Et alors ensuite, ils y sont allés, et que, en 3 semaines, il a tapé avec sa petite machine, et qu'il a tapé avec sa petite machine, ça vous donnait le scénario de Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, qui a la particularité, c'est certain, d'avoir été réalisé avec des fonds, hein, qui ont été réunis d'une manière assez simple. Ce mouvement, nous, des fonds ont été réunis, en quelque sorte, par Richard P. Rubinstein, qui à une époque travaillera avec Stephen King sur l'élaboration de Creepshow, qui en plus est le producteur, c'est certain, qui possède actuellement les droits d'adaptation cinématographique de Dune. C'est lui qui les a sauvés en quelque sorte des mains de, vous savez comment il s'appelle encore, Dino De Laurentiis, que vous savez, le catastrophique nanar réalisé par David Lynch. Ils ont fait malheureusement une catastrophique série télé qui n'était pas beaucoup mieux d'un point de vue de la suite de scénario des livres, mais qui au moins avait une logique interne, c'est-à-dire qu'ils essayaient de suivre les livres, et qu'il faut dire aussi que quand on demande à David Lynch de réaliser un film de science-fiction, il est peut-être content, mais il n'y avait pas le reste de la série qui était écrite à l'époque. Et que voilà. Je sais pas pourquoi j'en parle. Ah oui, parce que c'était Dawn of the Dead. Donc, toujours est-il que c'est un film de George Romero qui a réalisé sur un budget de 1,5 million de dollars, que c'est exactement le budget de 4 Evil Dead. Le premier Evil Dead, ça vous donne une vague idée de, je ne sais plus faire ça avec ma main. De 4 Evil Dead, c'est bien 4 Evil Dead, c'est pas mal, ça rapporte, car il faut bien le répéter, c'est l'un des rares succès capitalistes du film hippie. 55 millions de dollars, quelle a la particularité, c'est certain, de faire de ce film, l'un des films les plus couronné de succès d'un point de vue financier de l'histoire de l'humanité, de la même manière qu'Evil Dead pouvait se prétendre l'être, et que d'un autre côté, ça vous a dit que oui, peut-être il était possible de faire des films indépendants, et ces films indépendants, voilà, c'est sur le succès de films comme ceux-ci que se sont construits ceux des films indépendants futuristes, vous savez,
It Follows et toutes ces choses de ce domaine d'activité-là sont en quelque sorte les enfants de ce genre de plaisanterie. Il faut aussi en plus dire que d'un point de vue tonal de ce qui se passe, de ces gens qui se disent qu'ils vont s'emmurer dans un supermarché, et il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'il y a un équilibre improbable et potache entre les scènes où on fait du rigolo et les scènes où on ne sait pas jouer mais on fait de la terrible question tragédienne, et qu'il y a évidemment un équilibre entre l'action, l'humour, la réalisation fauchée, et ces incroyables séquences qui, et il faut dire, le début est un début de film où on comprend la sordide situation dans laquelle on se trouve, il va falloir se battre contre les gens, que les gens ça va mal, et que la situation se porte mal, et que la société est en train de se casser la gueule. Ce qui finira par être souligné par le reste du film. Mais je vais simplement vous dire ceci, vous allez probablement le voir, si vous l'avez pas déjà vu, qu'est-ce que vous attendez quand même, bordel de merde, c'est un des classiques du domaine du cinéma d'horreur, mais c'est aussi un classique, c'est assez étrange à dire, mais c'est comme ça, de ce que le cinéma était au XXe siècle, en quelque sorte. C'est un film qui est historiquement intéressant, qui d'ailleurs est parfaitement regardable de nos jours, même si j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de regarder ce cut-ci, qui a 113 minutes, et bel et bien le cut de Dario Argento, il y a plus de musique de Goblin, parce qu'il faut dire ceci, c'est que quand vous faites un film avec peu d'argent, quand vous prenez vos musiques dans des librairies audio qui ne sont pas terribles, cela se sent à la fin, qu'il y a quelques titres dans la version la plus longue, dans cet extended cut en quelque sorte, qui sont de Goblin, et qu'on a vraiment envie d'en avoir davantage, car il faut se dire ceci, c'est que quand on pense à Goblin, on pense au sommet de la musique horrifique. C'est un son qui, d'une manière très simple, finira briller dans votre cerveau comme quelque chose qui va à merveille avec l'ambiance improbable et surréelle qu'on essaye de créer. Pensez à la musique de Dans Profondo Rosso, pensez à la musique de Dans Suspiria, pensez à de la musique que c'est des choses qu'on ne peut pas penser comme dissociables de l'image. Vous pensez à la musique, vous voyez les images, vous pensez à la musique, du moins si vous avez vu le film, car vous n'êtes pas du domaine des gens qui sont sans éducation, c'est certain. Et que donc, d'un point de vue thématique, je sais que ça va un peu dans tous les sens, mais c'est un peu le principe de l'émission. Donc, cette idée qu'on a de l'humour, on a du ceci, on a du cela, ces gens, ils ont vécu le fait de faire un film, et il faut dire ceci, c'est qu'en plus, Romero, aussi étrange ça puisse paraître, est l'homme qui monte le film. Donc, il met ce qu'il veut dedans, en quelque sorte. Il y a des séquences qu'ils ont tournées en disant, c'est tellement con, on peut ne pas le tourner, mais on se regretterait quand même de pas l'avoir tourné. Alors tournons-le, c'est une évidence, et qu'ensuite ils se sont retrouvés dans cette situation-là qui, c'est certain, nous a amené, en quelque sorte, à faire un film avec une séquence où vous avez ceci. Un combat de tarte à la crème dans la gueule des zombies. Que Goblin a produit une chanson pour ça qui est absolument magnifique, qui s'appelle Torte la faccia, et que ça veut dire évidemment une tarte dans la face. Je ne sais pas si vous parlez italien, moi non plus. Donc, c'est un film, je vous le conseille si vous savez trouver une version de celle-ci, ne le faites probablement pas. Il y a probablement une version en Blu-ray de nos jours qui est en 4K et tout le tintouin, et que vous auriez la possibilité ainsi de voir un film qui a été tourné en 35 mm être blow up en incroyable. Celui-là fait peur. Réfléchissez. Donc, que voilà, ce qui aura été ainsi remasterisé pour les futurs, que vous pourriez peut-être ne pas le voir sur Xbox. Ah si, vous pouvez le voir sur Xbox One S et pas sur PlayStation 4. Bref, c'est un film que je vous conseille et c'est ça la moralité de la chose, par son étrange mélange improbable de séquences comiques, de séquences dramatiques, de séquences d'action et de séquences où on vous fait réfléchir sur le vide phénoménal du fait de la société de consommation, dont ces gens ont cependant tous désespérément besoin pour survivre. C'est ça la paradoxale morale de la chose, c'est que oui, d'accord, mais vu qu'ils ne sont pas en quelque sorte des espèces, je sais pas moi, c'est quoi le gros cliché de merde? Oui, des altermondialistes qui vivent dans le Larzac à fistfucker leurs propres moutons et à manger de leur propre récolte, voilà. Ils sont, ces Américains, pieds et poings liés à cette société de consommation, tant et si bien que pour eux, la sécurité, c'est de vivre dans un supermarché, ce qui est gros comme une maison et qui vous permet des fameuses séquences comme celle-ci où
ayant en quelque sorte dératisé des anciens clients du supermarché, l'endroit dans lequel ils ont décidé de s'installer, ils vont bouger le stock des gens humains qui sont morts pour pouvoir se faire de la place et les remplacer par eux-mêmes. Le stock d'humains qui potentiellement va peut-être mourir, ce n'est pas un spoiler si vous dites potentiellement, en étant dans cette situation rocambolesque. Car alors, finalement, c'est une réflexion sur la vie, zombie, mais c'est surtout une réflexion sur la vie qui fonctionne par le fait que même dans une situation où on est en train de se survivre face à l'apocalypse zombie, c'est la quotidienneté de l'ennui du fait d'être vivant qui vous amène, et surtout quand vous êtes perdu dans l'espèce d'étrange labyrinthe de la société de consommation, hein, et des choses comme ça. Bref, c'est une réflexion qui va plus loin qu'on pourrait le penser, même si elle n'est pas nécessairement aussi profonde que ses fans peuvent l'imaginer. Regardez Zombie de George Romero dans X temps, je ne sais pas exactement quand, je vous parlerai de la version boom boom hollywoodienne bang bang du gangbang de flingue qui a été réalisée par Zack Snyder, qui elle aussi s'appelle Dawn of the Dead. Car là maintenant, dans Cinémascope, nous sommes dans un cycle de Dawn of the Dead à Dawn of the Dead, et tatanana, chananana, c'est bel et bien comme ça que cela se passera, et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Critique en Cinémascope.